Je vous propose que nous continuions les débats en abordant un petit peu les enjeux des politiques publiques actuelles. Depuis la loi du 11 février 2005, il est écrit le droit à l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pour autant, et les témoignages que l'on vient d'avoir peuvent nous permettre aussi de paraphraser un petit peu Coluche qui disait que les gens sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et dans cette égalité des chances, malheureusement, il y a encore de profondes inégalités. Et pourtant, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, on entend de plus en plus parler de sociétés inclusives, d'inclusion sociale, de participation des personnes en situation de handicap. Et se pose donc la question de comment la société peut-elle s'organiser pour concrétiser les droits des personnes en situation de handicap et leur permettre une pleine participation sociale. Pour en parler, j'invite Serge Ebersold à nous rejoindre. Merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous autour de cette société inclusive dont on a vu qu'elle portait en elle un ensemble de possibilités, d'espoir, mais aussi un certain nombre d'enjeux. Alors, avant d'aller de développer mon propos, j'aimerais faire part de 2 anecdotes. Je venais de publier mon livre sur l'invention du handicap et je participais avec la Commission européenne au programme Helios, qui était le premier programme fin des années 80, début des années 90, où la notion d'inclusion en lien avec les règles pour l'égalisation des chances des Nations Unies s'était imposée dans les politiques publiques. Et au même moment, je menais des entretiens avec la fondatrice du centre de réadaptation de Mulhouse. Et je lui ai remis les petites publications qu'on avait réalisées en lui disant, ben voilà, les glissements de perspective, la révolution copernicienne qui est en train de se jouer. Et lors d'un autre entretien qu'on a eu, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ces publications. Et elle m'a regardé, puis elle m'a dit que ça n'allait pas tribec, que ça ne présentait aucun intérêt. Alors, bon, il était question d'inclusion, personnalisation, d'autres capables, etc. Et je me demandais pourquoi elle disait ça, et elle m'a montré ce qu'elle avait écrit en 1944 pour fonder le centre de réadaptation de Mulhouse. Et quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte qu'elle avait utilisé exactement les mêmes mots que ceux que nous croyons d'une modernité absolue. Il était question de reconnaître la différence. Il était question de reconnaître les personnes dans leurs capacités. Il était question de personnalisation. Il était question de partenariat, etc. etc. Et si je débute cette anecdote, c'est parce que, si vous voulez, à travers les travaux que j'ai eu l'occasion de réaliser sur les politiques inclusives en France et à l'international, il est important d'avoir à l'esprit, me semble-t-il, pour réfléchir au petit pas de côté, qu'il importe de faire que finalement, toute société a besoin du pathologique pour penser le normal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que le normal, mais que c'est la qualification du pathologique qui nous permet de penser la normalité. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas dissocier la question de l'inclusion. On ne peut pas dissocier la question de la société inclusive de la manière dont on va qualifier le pathologique. Et c'est là, me semble-t-il, que le travail que j'ai eu l'occasion de mener avec les parents sur leur condition de vie, sur l'annonce du handicap, ont été particulièrement marquants parce que quand on a travaillé avec les parents, notamment sur l'annonce, on pensait que l'annonce du handicap se jouait au moment où
ont signifié aux parents la particularité de leur enfant. Et on a été très surpris que les parents nous disent de ne pas tout confondre. Certes, on leur a signifié que leur enfant présentait une particularité, une déficience. Mais ce que signifiait cette déficience, ils en prenaient compte, ils s'en rendaient compte au quotidien. Et que pour eux, le handicap, ce n'était pas la trisomie, la paraplégie, etc. Le handicap, c'était toutes les signes, les marqueurs, à travers lesquels on leur signifiait qu'ils étaient moins respectables, moins estimables que d'autres. Et c'est à ce titre-là que ce que nous expliquaient les parents, c'était que le handicap était comme un voile qui se levait, puis se dévoilait, c'est pour ça que j'appelais le bouquin le dévoilement du handicap, tout au long de la vie. C'est-à-dire que ce qui se joue à travers le handicap, c'est, comment dirais-je, la manière dont on signifie aux personnes et à leurs familles qu'elles sont moins respectables et moins estimables que les autres. Et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important parce que dans les réflexions que j'ai menées et les analyses que je mène, parce que cela revient à dire qu'on ne peut pas dissocier, me semble-t-il, ce qu'on appelle la société inclusive d'un certain nombre de glissements de perspective. Et le premier glissement de perspective, me semble-t-il, revient à admettre que si nous pensons que les personnes présentant une déficience sont des sujets de droit, c'est parce que finalement on assiste depuis une trentaine d'années à une dissociation entre déficience et inaptitude. Dissociation entre déficience et inaptitude qui s'était déjà jouée au début du XXe siècle avec la rééducation. On s'est rendu compte que les personnes qui présentaient une déficience pouvaient exercer les mêmes activités que les autres pour peu qu'elles soient rééduquées. Et c'est là que la notion de handicap s'est institutionnalisée, s'est imposée dans les discours politiques, savants, etc. Mais cette notion de handicap, si vous voulez, elle s'est trouvée largement rattrapée par une conception déficitaire, et au début des années 80, notamment par l'appui, par l'intermédiaire des progrès scientifiques, etc., on s'est rendu compte que finalement, par-delà la question de la déficience, les personnes, quelles qu'elles soient, disposaient des mêmes possibilités d'apprentissage. Et que toute personne, quelle qu'elle soit, détient des possibilités d'apprentissage. Et c'est là que, si vous voulez, on a remis en cause l'opposition capable-incapable au profit d'une autre opposition qui est typique-atypique. Et ça, c'est un glissement de perspective majeur, puisque la question, l'enjeu, ne consiste plus à réfléchir comment on va mettre en capacité la personne, mais comment on va prendre en considération ses potentialités pour lui permettre d'être, comme le dit Ricoeur, soi-même comme un autre, c'est-à-dire se penser aussi différent que les autres. Et je pense que c'est autour de ce glissement de perspective que s'est progressivement imposée l'idée que toute personne, quelle qu'elle soit, parce que disposant de possibilités d'apprentissage, parce que étant en développement au même titre que tout un chacun, pouvaient être pensés comme des sujets de droit. Des sujets de droit donc, qui étaient à même de prendre des responsabilités, et au même titre que tout un chacun. Et c'est un glissement de perspective qui me paraît relativement important, puisque cela revient à dire que, par-delà la question de la compensation, ce qui caractérise, me semble-t-il, les possibilités de reconnaître les personnes dans leurs différences, c'est la potentialisation de leur... Alors, je n'utiliserai pas le terme talent, mais la potentialisation des ressources dont elles disposent en elles pour se comporter et être vues comme des sujets de droit.
Je pense que c'est un glissement de perspective majeur, puisque, si vous voulez, la loi de 75, quand on parlait de droit, c'était le droit collectif. Un droit collectif qu'incarnait l'allocation handicapée, handicapé, la reconnaissance d'un statut de handicapé, etc. La loi de 2005 reconnaît, elle, des droits individuels. Il y a la différence des droits collectifs reconnus par la loi de 75, les droits individuels sont des droits qui ne se concrétisent qu'au regard de la manière dont les acteurs les font vivre dans les relations qu'ils ont entre eux, dans la manière dont effectivement on passe du droit A au droit B. Si je devais qualifier la société inclusive, je la caractériserais à l'analyse des politiques qui ont été développées dans les pays de l'OCDE et au niveau de l'Union européenne comme étant des politiques qui ne se satisfont pas du droit A, mais le droit A des soutiens, mais qui ambitionnent de permettre aux personnes d'exercer leurs droits, d'être en position d'exercer leurs droits. On passe du droit A au droit 2. Le droit d'être vu aussi capable que les autres. Le droit d'être vu à même de prendre les mêmes responsabilités que les autres. Le droit de pouvoir être vu différemment comme tout un chacun. Et ce glissement de perspective nécessite, me semble-t-il, de prendre en considération, de prendre au sérieux cette notion de droit. Et là, j'ai mené un ensemble de travaux sur une trentaine de pays de l'Union européenne sur la manière dont se concrétisaient les politiques inclusives. Et, si vous voulez, quand on parle de concrétisation de droits, dans la plupart des pays, cette concrétisation des droits se matérialise ou s'explicite par une égalité d'accès. Égalité d'accès à travers laquelle les personnes sont en droit d'accéder aux dispositifs de droit commun que sont l'école, l'emploi, le logement, etc. Et finalement, ce qui se joue à travers cette égalité d'accès, c'est permettre aux personnes de prendre part aux composantes de la vie sociale. Parce que se prendre part, si vous voulez, et ce à travers quoi la personne va pouvoir partager avec d'autres des expériences communes. Aller à l'école augmente de 30% les chances d'accéder à l'emploi. On se rend compte que les personnes scolarisées en milieu ordinaire se jugent moins discriminées au quotidien que les personnes qui sont en milieu spécialisé. On se rend compte que les personnes qui sont scolarisées en milieu ordinaire ont également plus d'activités de loisirs que les personnes qui sont admises en milieu spécialisé. Ce qui se joue finalement dans l'égalité d'accès, c'est permettre à la personne d'avoir une visibilité sociale en prenant part à la vie sociale, parce que se prendre part permet de, comment dirais-je, d'accéder au même bien que tout un chacun. Mais en même temps, si vous voulez, se prendre part, on ne peut pas résumer le droit à un prendre part. Parce que ce n'est pas parce que l'on accède à l'emploi que l'emploi est source de reconnaissance sociale. Dans le travail que j'ai mené sur le passage à l'âge adulte, je me suis rendu compte que le rapport à soi des personnes qui avaient accédé à l'emploi était proche du rapport à soi des personnes qui étaient inactives à l'issue de leur scolarisation. Ce qui vient à dire que les personnes travaillaient certes, mais que le travail n'était pas forcément source de reconnaissance sociale. Lorsqu'on prend les données de l'enquête handicap santé ménage, on se rend compte que les personnes qui disent être reconnues handicapées se jugent 10 fois plus
fréquemment exposées aux discriminations sur les lieux de travail que les personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure. Donc ce n'est pas parce qu'on va à l'école que cette école sera source de reconnaissance sociale et que cette école permettra aux personnes d'être vues et de se sentir soi-même comme un autre. Résumer l'accès au droit à l'accès au placement en milieu ordinaire, au fait d'aller à l'école, à l'emploi, etc., c'est être dans une acception mathématique de l'inclusion. La personne, l'inclusion, la personne A est inclus dans B. Ce qui se joue entre A et B est quelque chose qui relève d'un autre registre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que beaucoup de pays n'ont pas de données, par exemple sur les conditions de scolarisation des enfants présentant une déficience, ce qui fait qu'on ne sait absolument pas si la scolarisation est source de reconnaissance sociale ou si la scolarisation leur permet d'être à égalité de chance en termes de réussite. C'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'on ne peut pas dissocier le droit des possibilités données aux personnes d'être dans une communauté de sorte. C'est-à-dire que ce qui se joue derrière l'accès au droit, c'est pas uniquement aller à l'école, aller à l'emploi, c'est aussi pouvoir agir comme un élève. C'est aussi pouvoir agir comme un collègue de travail. Parce que c'est en pouvant agir comme un élève, en pouvant agir comme un collègue de travail, qu'on est vu par les autres comme un collègue de travail, qu'on est vu par les autres comme un élève. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que on ne peut pas dissocier l'accès au droit d'un faire partie. Le prendre part n'a de sens qu'au regard du faire partie que l'on va proposer aux personnes. Et c'est là qu'on ne peut pas se satisfaire, si vous voulez, d'aménagements raisonnables qui consisteraient à permettre à la personne d'être accompagnée par un AESH, parce que ce qui se joue derrière l'accompagnement, c'est la possibilité la possibilité conférée à la personne de faire et d'agir comme les autres. En quoi les soutiens permettent-elles à la personne d'exercer les rôles sociaux qui sont liés à l'activité exercée? En quoi les soutiens et les aménagements permettent-ils aux personnes d'effectuer les mêmes tâches que les autres élèves? Dans l'enquête que j'ai réalisée sur le passage à l'âge adulte, 70% des enquêtés, ou plus de 70% des enquêtés, estimaient que les soutiens dont ils bénéficiaient ne leur permettaient pas d'exercer les mêmes tâches que les autres élèves. Donc, d'une certaine manière, on les soutenait. Mais on ne s'intéressait absolument pas à l'effet capacitant du soutien. En quoi la personne était-elle à même de prendre et d'assumer, d'exercer, de satisfaire aux exigences du métier d'élève. Je leur ai demandé en quoi aussi les soutiens leur permettaient de concilier les exigences de la déficience avec les impératifs du cursus scolaire. Là aussi, seuls 25% des enquêtés estimaient que les soutiens leur permettaient de concilier ces deux dimensions. Ce qui vient à dire que dans plus de 70% des cas, dans 3 quarts des cas, on les soutenait sans se préoccuper de la manière dont les personnes étaient à même d'exercer leur rôle social. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'on ne peut pas dissocier la question de l'accès au droit de l'effet capacitant des soutiens et des aménagements. On ne peut pas se satisfaire, comme ce fut jusqu'alors le cas, de la prescription d'un soutien, d'un aménagement, sans se préoccuper de l'effet capacitant de cet aménagement. En quoi la personne est-elle à même d'agir comme les autres et d'être vue comme les autres? C'est une condition essentielle, me semble-t-il, pour que les personnes puissent être vues légitimes
dans l'exercice de leurs fonctions, d'être vus comme un élève par les personnes, d'être vus comme un collègue par les collègues de travail, d'être vus comme un voisin lorsqu'on parle d'habitat inclusif. Si, mais en même temps, on ne peut pas se satisfaire de se faire partie, parce que, si vous voulez, si on résume l'accès aux droits, aux possibilités données aux personnes d'exercer les mêmes rôles que les autres, on oublie que ce qui spécifie l'ambition inclusive par rapport à l'ambition intégrative du XXe siècle, c'est la possibilité donnée aux personnes de s'engager dans les processus. Ça a été dit lors de la table ronde. Nous souhaitons être partenaires. Nous souhaitons pouvoir que nos points de vue soient pris en considération. Nous souhaitons pouvoir dire non. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que l'accès au droit est largement lié à la possibilité donnée aux personnes d'agir sur leur environnement. En quoi permettons aux personnes de s'engager dans les processus? De s'engager dans les processus, c'est-à-dire en quoi permettons à la personne de donner son point de vue, de dire non. Et c'est là que cela renvoie non seulement à la capacité d'autodétermination, mais aussi aux possibilités données aux personnes de prendre des responsabilités. S'interroger sur la capacité d'engagement des personnes, les possibilités d'engagement des personnes, c'est s'interroger sur les possibilités données aux personnes de prendre des responsabilités. Parce que, je le disais tout à l'heure, nous considérons que tout un chacun est sujet de droit. Or, un sujet de droit est par définition raisonnable, mais aussi à même de prendre des responsabilités. Et on ne peut pas dissocier, me semble-t-il, la question de l'accès au droit de toutes les dimensions qui interviennent dans la possibilité donnée aux personnes de prendre des responsabilités. Aller à l'école, c'est pas uniquement aller à l'école, c'est prendre les responsabilités qui sont liées au métier d'élève. Avoir un logement, c'est pas uniquement avoir un logement, c'est prendre les responsabilités qui sont liées au fait d'être propriétaire, d'être locataire, d'être voisin. Donc ce qui revient à dire qu'on ne peut pas dissocier, nous semble-t-il, la question de l'accès au droit des possibilités données à la personne de prendre ses responsabilités et de s'interroger sur les responsabilités. Ce qui revient à dire que la question n'est pas d'avoir le choix. Parce que quand j'ai travaillé sur les possibilités de participation sociale des personnes présentant une déficience motrice, on était parti là-dessus, avez-vous le choix ou pas le choix? Et ce dont je me rendais compte, c'est que ceux qui avaient des possibilités de choix avaient de meilleures chances d'inscription sociale que celles qui n'en avaient pas. Finalement, ce que montrait l'étude, c'est qu'il valait mieux être grand, beau et fort que l'inverse. Et ce que montrait aussi l'étude, c'est que si on résume le travail d'accompagnement, possibilité de choix, on est un peu dans le sketch de Pierre Dac et de Francis Blanche, que vous connaissez peut-être, où Francis Blanche demande à Pierre Dac, « Monsieur, pouvez-vous répondre à la question ?» Et Pierre Dac de répondre, « Oui, je le peux. » Et Francis Blanche demandait à l'Assemblée, « Applaudissez monsieur, il le peut. » Et ce qui fait que si on corrèle l'accès au droit à la possibilité de choix, on demande aux personnes, « Avez-vous le choix ?» Ben oui, elles ont peut-être le choix. Mais est-ce que ce choix leur permet de prendre les responsabilités qui sont liées aux conséquences de ce choix? Et ça me paraît extrêmement important parce que méconnaître ou dissocier la question du droit de la question de la responsabilité que la personne permet de... Vous me faites signe, c'est d'une certaine manière assujettir la concrétisation du droit au militantisme de soi-même. C'est-à-dire que pour que les droits se concrétisent, on demande aux personnes d'être les héros de leur quotidien.
Et c'est ce que disent souvent les parents lorsqu'ils décrivent leur quotidien et la lutte qu'ils sont qu'ils doivent être à même de mener pour que le projet éducatif vis-à-vis de leur enfant se concrétise. Associer la citoyenneté à la capacité économique, c'est d'une certaine manière surresponsabiliser les personnes et finalement c'est le meilleur moyen de conduire les personnes à dire, ou leurs familles à dire, tout simplement le droit c'est pas possible. J'attire l'attention là-dessus parce que dans un certain nombre de pays, et je pense aux pays scandinaves, les associations disent que finalement la société inclusive c'est bien beau mais c'est vraiment dur à vivre. Et que peut-être que le milieu spécialisé, c'est quand même préférable. Donc, ce qui aurait à dire qu'on enferme les personnes dans leur déficience, et on les conduit d'une certaine manière en arrière-plan, à mettre la question de leur inscription sociale, la question de leurs droits en arrière-plan. C'est-à-dire que, finalement, ce qui se joue dans l'accès au droit, c'est surtout éviter de corréler les droits avec ce que Ehrenberg appelle une responsabilité abandon. C'est-à-dire on demande aux personnes de prendre des responsabilités, les responsabilités liées aux droits qu'on leur reconnaît, sans leur donner les moyens de leur prendre. Donc ce qui veut dire que l'accès au droit suppose de s'interroger sur le prendre part, permis par la scolarité, l'emploi, le logement. De s'interroger aussi sur le faire partie. En quoi la personne va-t-elle être en position de satisfaire aux exigences du rôle social qu'on lui demande d'assumer, mais aussi de s'interroger sur les responsabilités qu'on va pouvoir lui permettre de prendre. Mais là aussi, si vous voulez, on ne peut pas se satisfaire de cela. Parce que si on fait de la responsabilité le seul ou le principal élément de la concrétisation du droit, on est dans une injonction à l'autonomie, soit autonome, et c'est ce qu'on entend, il faut définir les besoins, il faut faire valoir ses besoins, faire valoir ses droits, etc. C'est une injonction à l'autonomie qui place les personnes dans un rapport comment dirais-je, de lutte, et qui nous demande d'être des bricoleurs héroïques, d'une certaine manière. Un film, ça dure 90 minutes, une vie, ça dure un peu plus longtemps. Et c'est à ce titre-là, me semble-t-il, qu'on ne peut pas dissocier la question du droit du sentiment d'appartenance, du sentiment d'exister, plus particulièrement qu'expérimentent les personnes. Parce que l'autonomie est fondamentalement relationnel. On n'est jamais autonome seul. On est toujours autonome en relation avec quelqu'un. Et ce qui vient à dire que la manière, les formes d'autonomie que la personne pourra faire valoir vont largement dépendre des formes de reconnaissance sociale qu'elle va expérimenter. C'est-à-dire des différentes dimensions à travers lesquelles la personne va pouvoir se penser aussi respectable et aussi estimable que les autres. Et cela revient à dire qu'on ne peut pas dissocier la concrétisation des droits de l'identité narrative. En quoi la personne est-elle à même de se penser soi-même comme un autre, c'est-à-dire aussi différente que les autres, et en quoi la personne est-elle placée en position de dire voilà, je présente une déficience, mais je ne suis pas handicapé. C'est ce que me disent les jeunes après, à l'issue du collège, encore plus à l'issue du lycée, lorsqu'ils me disent, mais attendez, moi je suis un survivant, j'ai fait preuve de capacité que beaucoup d'autres élèves ou personnes de mon âge n'ont pas. Vous ne pouvez pas me demander de me voir comme handicapé. Et ça, c'est une inversion extrêmement importante, puisque cela revient à dire que la concrétisation des droits, ou la manière dont se concrétisent les droits, permet aux personnes de se revendiquer autrement et d'être vues autrement
capable, parce que cet autrement capable est extrêmement important, puisque, et c'est là, me semble-t-il, que la concrétisation du droit nécessite de corréler les objectifs du BPS, du projet personnalisé de scolarisation, du projet de vie, etc., avec ces 4 dimensions: prendre part, faire partie, agir sur, et être soi-même comme un autre. Et c'est être soi-même comme un autre, si vous voulez, dans le travail que je mène avec certaines associations, on l'a décliné autour de 5 verbes, c'est-à-dire en quoi la personne est-elle à même de s'affirmer, je dis, en quoi la personne est-elle à même, en quoi fournit-on aux personnes les ressources lui permettant de dire j'ai des capacités d'action, en quoi place-t-on la personne en position de dire je peux m'adapter aux situations, en quoi permettons à la personne de revendiquer des compétences, et en quoi permettons à la personne de prendre et d'assumer des responsabilités. Et si vous voulez, c'est à ce titre-là que la société inclusive est une société qui fait de l'accessibilité le nouveau principe solidaire, ce à travers quoi on va permettre aux personnes de prendre et de faire valoir les droits qui lui sont reconnus, et de s'interroger non pas si la personne est capable ou pas, mais en quoi le travail mené permet-il à la personne de dire j'ai envie d'aller à l'école, permet-il à la personne de soutenir les autres élèves, permet-il à la personne de prendre des responsabilités, permet-il à la personne de dire je ne suis pas handicapé comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais arrêter là pour laisser un peu de temps aux échanges, et je vous remercie de votre attention. J'imagine qu'il y aura des questions dans la salle, peut-être le temps que M. Pavot. J'en avais une petite question. Pour se réaliser, pour être reconnu comme un acteur de sa vie et être... c'est toute la question de l'itérativité qui va vers la société inclusive, c'est-à-dire l'adaptation de l'environnement. Pour avoir pleinement un rôle social, il faut que la société nous reconnaisse ce rôle. Et en quoi, c'est un peu le... Alors, je ne sais pas si je vais être clair dans ma question, mais c'est un peu la question toujours de la poule et de l'œuf. Souvent, quand on intervient, les personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap nous disent que la société n'est pas prête. Parce que les personnes en situation de handicap puissent pleinement exercer leurs rôles sociaux. Mais en même temps, si on n'agit pas, on ne pourra jamais préparer la société. Et donc, cette possibilité d'avoir pleinement ce rôle social, par la mise en accessibilité de la société, nécessite-t-elle parfois une mise en danger sociale de la personne en situation de handicap pour forcer un petit peu les murs? Je pense que non. C'est là la manière dont on va qualifier le pathologique intervient. C'est-à-dire, si le pathologique, c'est ce qui prive les personnes des ressources nécessaires à la concrétisation du droit, la reconnaissance du droit individuel n'est pas forcément synonyme de surresponsabilisation. Par contre, si on qualifie le pathologique comme l'incapacité à formuler un projet, comme l'incapacité à prendre des responsabilités, comme l'incapacité à l'autodétermination, pour le coup, les droits individuels sont source d'invalidation de la personne. C'est là que le travail que j'ai mené avec les parents a été extrêmement important, dans la mesure où les parents nous ont dit non, l'annonce du handicap, c'est pas quand on signifie que mon enfant présente un particulier, la régularité. L'annonce du handicap, c'est quelque chose que j'expérimente tout au long de la vie, au contact de la MDPH, au contact de l'instituteur, au contact des voisins, au contact du professionnel, etc. Ce qui vient pour dire que cela nous force à prendre en compte, à passer, si vous voulez, d'une logique où on cherche à compenser une incapacité, à une logique qui cherche à potentialiser la personne grâce à l'accessibilisation des environnements. C'est là que l'analyse des politiques
l'évolution des politiques de ces 30 dernières années est extrêmement importante parce que, si vous voulez, la légitimité du spécialisé ne réside plus dans la manière dont il va soutenir la personne, mais dans la manière dont il va soutenir le système dans son entreprise de potentialisation. Quand les autres pays ont transformé le spécialisé en centre ressources, la ressource, c'est pas dans tous les pays. Dans certaines pays, la ressource, c'est la ESH. Dans d'autres pays, la ressource, c'est un soutien aux enseignants, c'est un soutien aux chefs d'établissement, c'est un soutien aux voisins. Je veux dire, j'ai travaillé avec des Hollandais sur l'habitat inclusif. Tout le projet s'est articulé autour des relations de voisinage. Et c'est là que le pathologique, c'était comment prive-t-on les personnes de se penser comme des voisins et de se penser aussi respectables et estimables. Donc ça a vraiment été, ça suppose des stratégies d'accompagnement autres. Mais c'est vrai que si on persiste dans une logique compensatoire, la question du droit 2 se trouve mise en concurrence avec un droit A. Au risque de faire du droit A, comment dirais-je, de droit A, d'inscrire la reconnaissance des droits dans une logique consommatoire, j'ai droit A. Alors que l'enjeu fondamental, c'est le droit 2. Si on ne prend pas ça en question, si vous voulez, on risque dans quelques années de dire l'inclusion c'est pas bon, on va réinventer un autre terme, et je crois que c'est un des enjeux majeurs, de s'interroger sur la manière dont on va permettre aux personnes et aux familles de prendre et d'assumer les responsabilités qui sont liées aux droits qui leur sont reconnus, sans pour autant faire de cette responsabilité un nouveau référentiel normatif. C'est là que le sentiment d'exister des personnes est extrêmement essentiel. Et c'est là qu'on ne peut pas faire sans les personnes. C'est-à-dire que le sentiment d'exister suppose que nous prenions en compte la subjectivité des intéressés et donc que l'on implique les intéressés tout au long du processus. Merci. Monsieur Pavot. Je ne sais jamais si vous m'entendez. Si. Okay. Oui, alors j'ai le temps de faire 2 dessins. Le premier à propos de cette façon de dire les personnes autrement capables. C'est ça. Un peu fastoche, je vous l'accorde. Et j'ai fait un deuxième dessin, j'ai essayé de résumer. Voilà, dans mon deuxième dessin, les propos de M. Everson, j'espère qu'il me pardonnera mes âneries. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des interrogations auprès de monsieur? Je n'en vois pas. N'hésitez pas à faire EO ou quelque chose comme ça, si tel est le cas. Oui, ça y est, j'en vois. Je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur mon handicap et je pense qu'il est grand temps de faire une réflexion beaucoup plus large à ce sujet-là. Je pense que ce qu'il faudrait faire à l'avenir, c'est que dans le monde de l'éducation, disons, des enfants d'en haut, même au lycée, il faudrait aussi avoir une approche beaucoup plus, beaucoup plus large, et puis qu'on voit la femme dans le cas autrement pas. Et je pense que la personne qui a son propre handicap, du coup, il pourrait réagir beaucoup plus, normal. Voilà. Je vous rejoins tout à fait. Et ce que vous dites signifie finalement que plutôt que d'évaluer des besoins auxquels on ne comprend rien et que personne n'est vraiment précise,
c'est d'évaluer l'autrement des personnes. Parce que si en évaluant l'autrement des personnes, que l'on va se rendre compte que cet autrement, il n'est pas spécifiquement lié à la déficience. Je menais un travail sur 5 pays autour de méthodologie de l'accompagnement vers l'emploi, où on s'était attaché à évaluer l'autrement. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que un certain nombre d'entreprises, mais aussi un certain nombre de structures, ont généralisé l'approche à l'ensemble des personnes, parce qu'ils se sont rendus compte que tout élève était autrement capable, et qu'en évaluant l'autrement, on allait pouvoir penser l'autrement capable des professionnels. C'est-à-dire que si on évalue des besoins, on admet que finalement la personne, on transforme la personne présentant une déficience en une personne dans le besoin. Mais donc finalement, la personne, la difficulté persiste à être rapportée à la déficience. Et finalement, on ne s'interroge absolument pas sur les difficultés dans lesquelles sont placées les personnes par nos manières de faire. Alors tout l'enjeu, c'est de réfléchir à la manière dont on va permettre à la personne de faire, de dire, d'agir, etc. Donc, en quoi le travail d'accompagnement me permet-il? Et c'est là que je crois qu'il faut distinguer le fait d'avoir un avenir, mais d'être en devenir. L'avenir est quelque chose que l'on a. Le devenir est quelque chose qui relève de notre être. Et c'est cet autrement qui spécifie cet être en devenir. Une question. C'est la dernière, parce que le chronomètre quand même. C'est plus une réaction qu'une question. Je vais essayer d'être synthétique, ça va pas être facile. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est en train de basculer entre le tout, pardon, j'ai perdu le terme, institution et le tout inclusion. Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et pourquoi on en vient au tout inclusion? C'est parce que pendant longtemps, on n'a pas su faire du tout inclusion. Et effectivement, aujourd'hui, afficher le droit j'ai le droit d'aller à l'école, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça, vous l'avez compris, je suis une militante de l'inclusion, mais on ne peut pas non plus être un ayatollah de l'inclusion. C'est-à-dire que on ne peut pas le faire pour tout le monde. Par contre, le droit qui doit absolument exister, c'est le droit d'essayer l'inclusion. Parce que si on ne tente pas, on ne saura jamais si le jeune il est en capacité ou pas d'être inclus. Après, inclure une personne en situation de handicap dans le milieu scolaire, parce qu'on commence par le milieu scolaire, accompagner et essayer d'amener le jeune au maximum de ses capacités, ça ne veut pas dire non plus gommer le handicap. Si un parcours scolaire il va de point A à un point Z, peut-être qu'on l'amènera à L. Mais peut-être que s'il était resté en milieu spécialisé, il n'aurait pas dépassé l'idée. Voilà. Tout ça, il faut pas je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'oublient, et de parents qui l'oublient, et qui estiment qu'à partir du moment où j'ai le droit de mettre mon enfant à l'école, ça veut dire qu'il fera comme les autres. Non, il ne fera pas comme les autres. Enfin, pas forcément. Et à la limite, c'est pas ce qu'on demande en tant que parent. Et l'enjeu important, et je rejoins la question que posait M. Fraisse tout à l'heure, l'enjeu important de tout ça, de l'inclusion scolaire, de l'inclusion professionnelle, moi je crois qu'il est bien de changer le regard de la société. Parce que pourquoi le regard change? On le voit bien avec les écoles qui ont fait de l'inclusion depuis plusieurs années, les enseignants le disent, le regard des enfants il a changé. Et le regard des enfants d'aujourd'hui, c'est le regard des adultes de demain, de ceux qui seront les collègues de travail des personnes en situation de handicap. Et je crois que l'enjeu important de l'inclusion, il est là aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est que en ayant des enfants à l'école dès le départ, même si on ne les amène pas au même niveau que les autres, à partir du moment où l'enfant il est bien dans le milieu ordinaire, il ne faut pas occulter cet aspect-là non plus, évidemment, on va aussi changer le regard des autres. Et ça, je crois que c'est ça qui est presque aussi important. Je ne sais pas ce que c'est que l'inclusion. Parce que, si vous voulez, l'inclusion,
telle qu'on l'a définie, ça se voit déjà au début du XXe siècle. L'école de tous, hein, c'est fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. On en parlait déjà. Et la question, hein, comment faire de l'école pour tous une école de tous, était déjà au cœur des politiques éducatives, pour prendre cet exemple-là. Donc c'est pour ça que, par contre, ce qui varie singulièrement, c'est que la conception des droits a changé. On reconnaît aux personnes, on nous reconnaît à chacun un ensemble de droits dont nous sommes porteurs. Et c'est pour ça que moi, l'inclusion, je ne sais pas ce que c'est, par contre, faire du droit le fondement d'une société, c'est réfléchir non pas à la manière dont on va conduire une personne de A vers B, mais comment on va construire B pour que la personne puisse prendre et assumer les responsabilités qui y sont liées et être reconnue légitime dans les responsabilités qu'elle prend, et qu'elle puisse dire « je suis peut-être différent, mais je suis aussi différent que vous ». Et tous les pays ont conservé des établissements spécialisés. Parler de désinstitutionnalisation est une stupidité. C'est-à-dire parce que les CESAC, les CAMS, les PIAL, etc., ce sont des institutions, au même titre que les IME, les IMPRO, etc. Par contre, ce qui fonde la légitimité du spécialisé ne relève pas du même registre. C'est-à-dire que si je prends ce qui se jouait dans un certain nombre de pays, les établissements spécialisés accueillent des personnes qui conjuguent, qui nécessitent que l'accessibilisation de l'environnement prenne en considération des dimensions médicales, sociales, éducatives, etc. Ça regroupe une minorité de personnes. Mais les autres structures, si vous voulez, ont vocation à être une ressource pour l'ordinaire, pour mettre en capacité les acteurs. En quoi, effectivement, le travail des CESAC permet-il à l'enseignant de prendre la responsabilité qui est la sienne face à des classes de plus en plus diverses. Donc, pour moi, l'inclusion, c'est vraiment, et je pense que c'est essentiel, c'est réfléchir à la manière dont on passe du droit A au droit 2, sans pour autant que ce droit 2 soit, comment dirais-je, invalidant pour les personnes. Mais cela suppose effectivement de s'interroger sur la manière dont on va permettre aux personnes de dire « je suis différent ». Et je mène un travail avec un certain nombre d'associations dans cette perspective-là, et c'est vrai que le gros du travail, c'est de conduire les professionnels à réfléchir à ce qui permet à la personne, parce que c'est ce qui va leur permettre de se rendre compte qu'ils sont eux aussi autrement capables. Et qu'il n'y a pas que la personne qui soit autrement capable, mais aussi les professionnels qui sont enseignants, AESH, etc. Merci, M. Ederson. Adapter l'environnement. Travailler sur l'environnement.